Oui, bonne journée, chers élèves. J'espère que vous êtes en bonne santé. Et je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui, concernant le module d'Antigone, cette fois-ci, euh, une étude thématique concernant deux thèmes majeurs, bien sûr, et importants, à savoir le thème du devoir, tout d'abord, et par la suite le thème du bonheur. Dans une prochaine vidéo, je vais aussi vous présenter trois autres thèmes très importants aussi. C'est le thème de l'enfance, de la solitude et du suicide. Alors, c'est parti. Donc, d'emblée ou bien d'entrée de jeu, de par sa nature idéaliste et perfectionniste, Antigone a une conception particulière du devoir. Tout d'abord, parce qu'elle est liée à à son statut social. Ensuite, c'est lié aussi à son caractère particulier et bizarre. On commence par ce thème, bien sûr, du devoir. Donc, le devoir selon Antigone, c'est un devoir divin, religieux, moral, qui oblige cette dernière à suivre le chemin de la vérité, puisqu'elle croit que l'enterrement du cadavre de son frère Polynice bien sûr, est un droit religieux et c'est une responsabilité, est une obligation religieuse. On doit se rappeler, bien sûr, sa longue réplique à son oncle Créon en lui disant que ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. C'est-à-dire que selon elle, l'âme de Polynice ne va se reposer que dans sa tombe. Sinon, elle va souffrir en errant, en vagabondant dans l'espace. Alors, elle a besoin de se reposer. On peut ajouter aussi que le devoir pour Antigone, c'est un devoir fraternel. Si on revient à sa réplique pour Créon, c'est ainsi donc, c'était mon frère. Je le devais parce que c'était mon frère. Alors on peut déduire de ce qui précède qu'Antigone ne montre aucune flexibilité dans l'accomplissement de son devoir devant Créon. Qu'est-ce qu'elle a dit pour justifier cela ou bien l'illustrer? Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Alors Antigone est un personnage révolté mais dévoué au devoir familial puisqu'elle se donne ou bien se dresse contre la loi humaine pour appliquer la loi divine. Alors si on examine le thème du devoir selon Créon, on peut très vite constater qu'il y a deux points de vue qui sont diamétralement opposés. Selon Créon, le devoir est lié au pouvoir en quelque sorte. C'est un devoir politique de guider en quelque sorte les hommes ou de conduire les hommes comme il est cité dans l'œuvre. Selon Créon, le devoir c'est veiller sur la bonne application de la loi. C'est de mettre un peu d'ordre, comme elle a dit, dans la ville de Thèbes. Et être un roi, c'est une fonction, c'est un métier, c'est un job qui nécessite bien sûr une responsabilité, une très grande responsabilité, ou bien qui demande une responsabilité pour mener à bien la barque. Vous rappelez l'image ou bien l'expression imagée utilisée par Créon en ce qui concerne le pouvoir. Il est assimilé bien sûr à une barque ou bien à un petit bateau qui a besoin d'un chef de bord ou bien d'un capitaine. Il y a des officiers, il y a l'équipage, il y a tout. C'est pour montrer que le bateau et l'équipage a besoin d'un chef de bord et d'un responsable. D'où le métier du roi et le devoir d'un roi. On peut ajouter aussi que le devoir politique selon Créon est fondé sur, en quelque sorte, le mensonge. On doit citer ce qu'a dit Créon à Antigone pour la convaincre afin de renoncer à son projet d'enterrement du cadavre de son frère Polynice, dans la page 92. Ne m'écoute pas, je cite, quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas.
On a l'impression que nous avons un proverbe ici. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que la vérité se trouve dans les choses qu'on ne peut pas dire. Mais les autres paroles, ce ne sont que des mensonges. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le croire parce que la politique, c'est un peu de mensonge. Pour illustrer ce que je viens de dire, on dit toujours que le politicien, c'est quelqu'un qui dit ce que les autres veulent entendre. Et non, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Donc c'est quelqu'un qui peut parfois vendre des rêves. Dans la même perspective, pour illustrer aussi cette caractéristique du devoir politique, le rôle d'un roi n'est pas bon, comme il l'a dit à Antigone, mais c'est mon rôle. Donc je cite l'œuvre, c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Donc nous avons ici une autre facette du roi Créon, du devoir politique en quelque sorte, c'est de faire taire les hommes. On doit se rappeler je ferai disparaître ces trois hommes. Donc on a un côté tyrannique, un côté despotique de la fonction d'un roi ou bien du devoir d'un roi. C'est plein de crimes, je cite toujours, de bêtises, de misère. Donc c'est toujours, ça rejoint l'idée de la tyrannie ou bien le despotisme d'un responsable politique. Si on passe au deuxième thème, à savoir le thème du bonheur, et qu'on a jugé très important, puisqu'il place les deux personnages, à savoir Créon et Antigone, sur deux terrains différents et diamétralement opposés. Alors si le bonheur, selon Créon, qui est un personnage âgé et qui a acquis une grande expérience, ou bien une certaine expérience, d'où l'emploi du champ lexical de la vieillesse. On peut relever, ou bien on peut citer l'œuvre, il y a le mot ride, il y a sagesse, il y a des septiplis sur le visage, et ainsi de suite. Ceci confirme son discours de la vie n'est pas ce que tu crois, lorsqu'elle a voulu convaincre sa nièce. Cette phrase montre le contraste entre les suppositions de la jeunesse et l'expérience de Créon. Pour Créon, le bonheur est fondé sur des petits gestes, en quelque sorte, du quotidien. On doit se rappeler ses arguments pour Antigone. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. C'est toujours page 92. Donc le bonheur pour lui consiste en une vie paisible et simple où règne l'amour, la vie elle-même, la vie elle-même, c'est un bonheur. On peut se rappeler de sa dernière phrase, la vie ne peut être tout de même que le bonheur. Alors si on vérifie ce thème chez Antigone, on peut déduire que c'est tout à fait le contraire de Créon. Elle cherche un bonheur absolu et parfait. Ce n'est pas quelque chose donc des petites choses ou bien des petits gestes du quotidien comme chez Créon, mais c'est un bonheur absolu et parfait et refuse de se contenter d'un petit lambeau de bonheur, comme il a dit à Créon. Elle aspire à un amour en quelque sorte auprès d'une âme sœur, un amour infini. C'est un amour pur et sans faute. On doit faire allusion à son point de vue bien pour son fiancé aimant. J'aime un aimant dur et jeune, un aimant exigeant et fidèle comme moi. Elle refuse donc la médiocrité de aimant. Antigone refuse ce bonheur que Créon défend comme un os. Elle est exigeante et veut tout et tout de suite et ne veut pas attendre. Il faut lutter et combattre pour arracher un petit lambeau de bonheur. Donc selon Antigone, le bonheur, c'est plein de disputes, un bonheur. On a l'impression que nous avons un proverbe ici, ou bien une citation. Donc selon Antigone, ce bonheur est impossible pour elle, puisqu'elle ne se projette pas dans l'avenir, car elle est condamnée à mourir. On doit se rappeler la fatalité du destin qui poursuit l'héroïne tragique. Donc si on veut faire une petite récapitulation, on peut dire que les deux visions semblent ainsi radicalement opposées, soit au niveau donc du bonheur ou bien du devoir. L'un trouve le bonheur dans des petites choses du quotidien, l'autre le voyant comme un tout idéal et inaccessible. Alors, on termine sur ce et je vous remercie.